Bonjour, bonsoir, c'est le Chevalier Noir. Bienvenue dans ce premier épisode de Batman Détective, le rendez-vous de ceux qui veulent apprendre, comprendre et entreprendre. Cet épisode n'a pas encore commencé, mais c'est déjà mon préféré, puisque mon invité du jour, on l'appelle parfois Cho, parfois The Wizard, mais personnellement, je préfère l'appeler Fumier. Comme dirait mon ami Vincent Dutilly, ne te suffit pas. Comment vas-tu? Ça va très très bien, très belle intro qui m'a fait rire, mais qui me surprend pas de toi. Le côté Batman a pris le dessus, mais sinon ça va très très bien. Je suis très content d'être là, d'être le premier, d'être ton préféré, et j'espère que je le resterai à jamais. À jamais. J'aurais pu même rajouter, c'est un homme de la Terre du Milieu, C'est vrai, c'est vrai. un homme de Un vrai. l'Ouest, un homme de l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons parler business, mindset, succès. Première question à te poser, c'est quoi le succès? Je commence fort. On dirait un petit peu, tu arrives au bac, tu vois sur ta feuille Hein. marqué c'est quoi le succès, vous avez 4 heures. Tu retournes ta feuille, tu dis, il y a pas de brouillon avec Il n'y la a pas de copie. question, il n'y a rien. Donc ouais, en plus tu sais que c'est coefficient 7, tu vois, t'es pas bien. Mais non, c'est quoi le succès? C'est intéressant. Même déjà, je pense à se la poser, cette question, à chacun, parce qu'on a tous une notion de succès qui est différente, un peu comme beaucoup de choses dans la vie, comme le bonheur. Euh, donc, je vais parler pour moi, évidemment. Donc, le succès, on revient toujours au même mot pour moi, c'est le côté un peu équilibre. Donc en fait, mon succès réside dans l'équilibre. À partir du moment où j'ai une notion d'équilibre dans ma vie, donc dans le côté émotionnel, physique, familial, par exemple professionnel, à partir du moment où j'ai un équilibre entre ces choses-là, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Et le succès, pour moi, c'est parce qu'on commence tous quelque part, peu importe ton niveau social, et c'est d'amener tous ces points-là à un niveau encore plus élevé. Donc mon but, je l'ai toujours dit à ma femme, parce que je vois beaucoup de gens, quand ils sont jeunes, bah, ils sont comme ça. Et quand tu les vois peut-être 15 ans plus tard, parce qu'avec la vie, tu les re-rencontres, tu te rends compte que ces personnes-là n'ont pas vraiment évolué. Moi, mon but, c'est de me dire, OK, je suis une personne, donc je suis le Vincent à 20 ans, mais je, qu'à 30 ans, je suis une meilleure personne qu'à 20 ans. Donc, professionnellement parlant, bah, j'ai évolué. Ça peut être en termes de chiffre d'affaires, ça peut être en termes de, je sais pas, de projets professionnels, ça peut être plein de choses. Donc, côté amour, donc avec ma femme, j'ai pas envie que c'est parce que ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est ensemble qu'on s'ennuie. Donc, au contraire, je veux que notre relation est de mieux en mieux. Et même physiquement, bon, là, je suis lié au bodybuilding, donc forcément, j'ai envie de progresser, mais aussi en termes de connaissances, d'expérience, etc., etc. Donc, ma vie, elle rime avec succès, mais elle rime aussi avec équilibre. Donc, en fait, j'ai envie que ces choses-là reste toujours en cohésion, mais continue de progresser avec le temps. J'ai envie que plus je passe, un peu comme un vin, j'ai envie de mûrir et devenir de plus en plus bon. Donc c'est ma notion de succès, tout simplement. Je pense que je le fais bien, du moins maintenant. J'ai peut-être mis un peu de côté il y a une petite dizaine d'années, tu vois, mais je pense parce que j'avais encore une fois pas cet équilibre de tous les piliers que j'ai cités auparavant. Et maintenant que je les ai, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de voir un succès euh, se faire déjà, pour accomplir un succès, pour aussi repousser ce succès, parce que forcément, demain, je prends un exemple tout bête, tu dis, ah, mon objectif pour moi dans la vie, le succès le plus grand, c'est être millionnaire. Bah, le jour où tu es millionnaire, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, bah, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et donc, mon but, c'est toujours le repousser, parce que je pense que c'est comme ça qu'on tend à être heureux, parce que si tu n'as pas d'objectif dans la vie, bah, il n'y a pas de notion de succès, donc il n'y a pas de notion de réussite et de bonheur. Donc voilà. Et je rebondis sur une dernière chose avant de finir, parce que je parle trop. Ma mère m'a posé cette question-là il y a 3, 4 jours en plus. Et elle m'avait dit ouais, mais pourquoi tu veux toujours plus, toi? Tu veux toujours plus, ça ne te suffit pas. Et donc je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait de te suffire pas, ne te suffit pas. J'ai pas envie de me suffire dans aucun point dans la vie, parce que je pense que, la vie est trop précieuse et j'ai envie de chercher le plus haut. Et c'est aussi ce qui me drive, moi, personnellement, à aller plus loin. Donc quand je sais que je peux être capable ou non de faire quelque chose, ça me donne encore plus envie de le faire. Et c'est ce qui me permet de chaque matin me lever avec une envie et ouais,
un désir profond pour accomplir les choses voilà, tous les jours. Il y a une phrase qui dit, si tu penses la même chose à 20 ans et à 50 ans, tu as perdu 30 ans de ta vie. Hmm. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Et toi, qu'est-ce que tu as appris du coup durant les 30 ans? Non, parce qu'on ne les a pas encore, mais durant du coup ces 10 dernières années, entre tes 18 et tes 28 ans. Je ferai une petite citation parce que tu aimes bien les citations et moi aussi. Euh, c'est, je veux dire un âge, mais à 20 ans, tu sais ce que tu veux. À 30 ans, tu sais surtout ce que tu ne veux plus, tu vois. Et donc, ça matche un petit peu avec ta phrase, là, ta citation. Je pense concrètement qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, de par les expériences, de par les échecs surtout aussi, parce que je pense qu'il faut échouer pour se rendre compte de ce qu'on aime vraiment, dans quoi on veut passer du temps. Et je vais revenir sur un truc que tu m'as dit, je crois, la première fois qu'on s'est parlé. Ouais, c'est la première fois qu'on s'est parlé, du moins la première consultation. Et ça, je pense que c'est un truc que ça va parler à beaucoup de gens. Tu m'avais dit, ça, je l'ai répété à beaucoup de mes clients parce que c'est de toi, mais je l'adore, cette petite phrase. Tu me disais, la vie, c'est comme un sablier, donc avec du sable, qui coule. Depuis ta naissance, tu nais et tu perds du temps jusqu'à ta mort. Tu peux rien faire contre ça. C'est inéluctable. Chaque minute qui passe, tu la perds. Donc le but, c'est pas savoir comment tu vas ne pas perdre de temps, parce que tu seras obligé d'en perdre, mais c'est comment perdre le moins de temps possible à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et ça a résonné quand tu m'as dit, moi, il y a des phrases comme ça qui me résonnent en moi quand on dit des choses, et là, ça me l'avait fait à l'époque. Et, euh, et depuis ce temps-là, je me suis dit, mais en fait, ouais, pourquoi j'essaie de faire des trucs que j'ai pas envie de faire? Souvent dans ta vie, on t'a entendu dire par tes parents ou autre, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Mais moi, je vais faire ce que je veux, vraiment. Et parce qu'en fait, c'est marrant parce on a fait un petit webinaire avec mon père hier, mais on appelle ça les bruits du monde, comme dirait mon père. Les bruits du monde, toute votre vie, vont être là autour de vous en disant, vous arriverez pas, c'est trop dur pour toi. Non, mais mon fils, t'es pas comme ça, toi. Non, mais on connaît, toi, t'es ci, t'es là. Et en fait, si t'écoutes tout le monde, tu fais jamais rien. Et le truc, c'est que je pense vraiment qu'il faut juste faire des choses qui te plaisent, faire le moins de choses qui te plaisent pas. Donc moi, je sais pas, pour donner un exemple, tout ce qui est tâches ménagères, j'ai jamais aimé ça. Je l'ai fait parce que si j'ai pas le choix, mais vu que maintenant financièrement je peux le faire, ben j'ai plus envie de le faire. Voilà. Et pourtant, bah, on m'a dit il y a 5 10 ans, non, tu devrais le faire comme tout le monde. Mais non, je vais pas le faire comme tout le monde parce que je suis pas comme tout le monde. Et quand je dis je suis pas comme tout le monde, c'est pas quelque chose de vaniteux, c'est pas en mode je suis supérieur aux autres, mais c'est juste que moi, ma vie, je veux la vivre différemment parce que c'est pas comme ça que je vois le bonheur. Voilà. Donc ma notion de bonheur est différente des autres. Donc évidemment, ces 10 dernières années, j'ai énormément évolué, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue argent. euh, En amour aussi, on va dire que c'est un peu différent dans le sens où j'étais déjà avec Manon, mais mine de rien, bah, on est passé d'un petit couple de jeunes à maintenant à être mariés, à avoir un enfant, donc ça a complètement changé. Avoir un enfant aussi, ça m'a changé aussi beaucoup ma perception des choses, se rendre compte des priorités, que finalement, c'est pas que toi, et tu dois aussi des comptes à un petit être. Voilà, donc j'ai beaucoup mûri par rapport à ça. Donc oui, je pense que c'est important avec le temps, s'améliorer, faire en sorte que ta vie soit de mieux en mieux, que les gens qui t'entourent soient de plus en plus heureux. Et puis voilà, tout simplement. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Toi qui aimes les citations dans ta... C'est un peu notre private joke, ça, à chaque fois qu'on a une vidéo YouTube, on dit, comme dirait mon ami Jérémy Blondeau ou Vincent Dutilly, puis on fait une petite citation. Dans ta prochaine vidéo, tu pourras dire, chaque jour qui passe, c'est un petit peu de moi qui s'en va. C'est vrai. C'est comme ça, c'est inéluctable. Mais le but, justement, comme tu le disais très justement, c'est d'être là. Alors, ça c'est une phrase qui m'irrite un petit peu, qui m'agace un petit peu dans le développement personnel. C'est cette phrase de être la meilleure version de soi-même, qui pour moi n'a pas beaucoup de sens parce que souvent on la compare toujours au final à quelqu'un d'autre. Donc au final, c'est jamais la meilleure version de soi-même puisqu'elle est toujours comparée à la vie des autres. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'irrite un petit peu toujours, souvent dans le coaching d'ailleurs sportif, où beaucoup de coachs utilisent ce slogan devenir la meilleure version de soi-même. Ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi. Hmm. Toi, justement, ton, ta version prime, tu sais que c'est un mot que j'aime bien utiliser, ce mot prime. Euh, comment tu le visualises et est-ce que tu arrives déjà à te projeter sur cette version prime?
Donc, tu parles pour moi, de manière générale, hein. C'est quoi la version Prime de Vincent? Ouais, exactement. Ta version Prime à toi. Ouais, donc vraiment, quand je serai au summum de ma vie, c'est quoi le Prime? Alors, déjà, je vais juste dire un truc, c'est un peu. Je pense que c'est un peu comme un fantasme. Je pense déjà de un, on ne sait pas vraiment si c'est bien de l'atteindre, tu vois, parce que si tu as connu le meilleur, c'est-à-dire que tout ce qui est devant toi va sans doute être moins bien. Et je pense aussi surtout que, un peu comme les riches, et la phrase d'Orelsan, c'est les riches veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir, tu vois. Donc forcément, même si demain je suis à mon prime, ben en fait, je ne me rendrai même pas compte que je le suis. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, et c'est toujours la même chose, j'ai repoussé ce prime en me disant, ah bah là, je suis à 100 millions d'euros, je suis heureux, mon fils il va bien, je suis en santé, mais quand j'aurai 200 millions et ci et ça, je serai à mon prime. Et en fait, donc, en gros, je pense que je ne le serai jamais. Et j'allais même te dire que je le suis déjà en fait, à mon prime. Dans le sens où bah, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, je le suis. Euh, je me lève et je me couche. euh, En fait, je me lève vraiment avec un entrain et une envie de réussir ma journée. Et je me couche, comme dirait mon ami Jérôme Bondo, je préfère dormir je préfère dormir, avoir un bon sommeil qu'un bon lit. Euh, et je l'ai tous les soirs, tu vois. Je me couche, l'esprit serein, et je me dis que j'ai une belle vie. Voilà. Et je pense que mon prime, c'est ça. Je pense juste que la suite va être une logique, en fait. Ça va juste être logique par rapport à ce que je fais. Ce qui va arriver dans 10 ans sera juste une suite logique des événements, en fait. Tout ce que j'aurais mis en place maintenant au quotidien bah, aura une répercussion, je le sais. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est pour ça que, oui, à l'instant T, peut-être qu'il y a des choses qui ne se font pas parce que bah, ça prend du temps. Il faut se rendre compte que les choses prennent du temps. Et malheureusement, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils pensent qu'en faisant une journée ou une semaine, ça va révolutionner leur vie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, je pense que je suis déjà à mon prime. Je pense juste que je vais être une version, peut-être, oui, améliorée, mais ça veut dire quoi? Je pense que ce sera plutôt aux yeux des gens. Peut-être que les gens vont se dire, ah, Vincent, regarde la vie qu'il a, ah, regarde maintenant qu'il est ci, maintenant qu'il est ça. Sauf que moi, ça ne me changera pas. C'est pas mon chiffre d'affaires, c'est pas ma richesse totale, c'est pas mon nombre d'enfants, c'est pas le nombre d'années que je serai avec ma femme qui dictera le fait que je suis plus heureux ou pas. Je suis heureux depuis, entre guillemets, pas mal de temps, je pense. Et c'est pour ça que maintenant j'en suis là et que je serai plus loin dans 10 ans. Mais je pense pas être plus heureux. Je pense être heureux au quotidien. Après, comme tout le monde a des moments un peu plus compliqués, mais globalement, je suis très heureux. Mon père m'a toujours dit, Vincent, le bonheur, c'est pas un état. On a des moments où on est heureux. On ne peut pas être heureux tout le temps. Donc en fait, c'est entre guillemets un peu comme des impulsions. Mais globalement, si tu as plus d'impulsions positives que négatives, bah globalement, tu es heureux. Et moi, je peux dire que j'ai énormément de chance là-dessus, c'est que je pense être très heureux. Voilà. Donc c'est tout. Il y avait une phrase justement, c'est l'épisode des citations, hein. Là, celles qui vont écouter ce podcast, prenez votre petit cahier, sortez votre plume d'or. J'ai pensé à ça. Est-ce que ça n'intéresserait pas de faire un petit cahier de citations, tu sais? Ou faire une citation par jour. Ça peut être chouette, ça. Mais franchement, j'y ai déjà pensé. Et je pense que le petit recueil de citations philosophiques et pragmatiques Ça pourrait va être- voir le jour d'ici peu. Mais je t'avais fait une remarque il y a quelques jours où je t'avais dit attention de ne pas te perdre dans l'opulence. Je ne sais pas si tu te souviens de cette phrase-là. Et Même justement, pas. c'était en lien sur le fait que euh, c'est bien des fois aussi de prendre du recul, comme toi tu sais le faire, et de se dire, OK, j'ai des objectifs, mais j'ai aussi déjà atteint et créé certaines choses. Et toutes ces années-là, depuis 10 ans, même plus au final, depuis que tu es né, tu as déjà fait plein de choses. Est-ce que tu penses qu'il y a un point de non-retour dans la vie? On n'a pas parlé d'argent pour l'instant, on n'a pas parlé de cet aspect financier, ou je dirais même plutôt cet aspect chiffrable, tu vois, avec vraiment des sommes. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un point de non-retour où justement on atteint un état où on peut, on peut pas revenir en arrière? Je pense que ça peut, mais en fait, là, quand tu me parles de ça, je pense à Oussama Hamar, parce que j'ai déjà vu un podcast par rapport à lui, où il disait, au contraire, quelqu'un qui va vraiment être heureux peut se suffire d'un rien. Et lui, il avait dit que le jour où il s'était, entre guillemets, cassé la gueule, il était passé de, je sais plus combien, peut-être millionnaire, je ne bêtise, à plus rien du jour au lendemain, et avoir plus qu'une personne qui est venue pour son anniversaire, alors qu'avant, il était 500, etc. Ben, et en fait, il s'est rendu compte que quand il n'y avait plus rien,
il était pas moins heureux. Parce que c'est pas ce qu'il y avait autour de lui qui faisait qu'il était heureux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent sans doute dans un environnement qui est peut-être qui eux pensent est le must-have pour être heureux. Alors comme je l'ai dit, c'est pas du tout ça. C'est pas des chiffres, c'est pas ta maison ni ta voiture qui va faire que tu es heureux. C'est un équilibre de tout. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de dépressifs chez les riches, par exemple, ou les gagnants du loto, par exemple. Parce qu'en fait, il y a un déséquilibre complet. Oui, il y a beaucoup d'argent d'un côté, mais de l'autre, c'est complètement vide. Donc, je pense que on peut se perdre, mais en tout cas, moi, je ne me perdrai pas. Je le sais très bien là-dessus. C'est que je suis pas quelqu'un de dépensier, je suis pas quelqu'un qui est dans l'extrême, tu vois, de manière générale. Je suis addict absolument à rien et encore moins à l'argent. Donc peut-être que demain, si je suis multimillionnaire, etc., bah, très bien, parce que voilà, j'aurais bossé pour, mais c'est pas ça qui fera une différence pour moi. Donc je sais que je ne me perdrai pas dans l'opulence, comme tu dis. Mes parents, c'est sûr que ça va être un jeu, entre guillemets, très dangereux. Euh, Surtout quand tu as eu pas mal de guerres dans ta vie. Des fois, je pense à Conor McGregor, qui, mec, savait à peine finir ses fins de mois, il y avait juste la CAF, et du jour au lendemain, il est quasiment milliardaire. Bon, c'est sûr que ça doit être compliqué à gérer, mais je le répète, mais c'est toujours une question d'équilibre à avoir, et il faut surtout pas se. Faut pas, en fait, que si tes piliers sont là, faut pas qu'il y en ait un des quatre ou des cinq qui commence à prendre l'ascendant sur le reste. Sinon, c'est là où ça part un peu en cacahuète. Donc, en tout cas, moi, je sais que ça m'arrivera pas. Tu parlais de Conor McGregor. Je pense que le meilleur exemple qui reste dans les sports de combat, c'est Mike Tyson, qui n'a Hmm. pas du tout eu cette éducation financière et même d'avoir un cadre de vie, hein, puisque que Mike Tyson, il a quand même eu une jeunesse, une adolescence assez dramatique. Et au final, on l'a vu après dans sa carrière sportive, et que l'argent n'a absolument comblé aucun manque qu'il a eu durant toute son enfance et durant toute sa jeunesse. Nous deux, on est pères de famille. Justement, c'est quoi l'éducation que tu inculques à ton fils? Bon, c'est encore un peu compliqué pour parler vraiment d'éducation parce que tu fais ce que tu peux. C'est quand déjà c'est ton premier enfant, je pense que tu fais ce que tu peux. Je l'ai toujours dit, ça pour moi être un bon papa, c'est faire ce que tu peux. Parce que mine de rien, c'est avant d'avoir un enfant, tu dis ouais, quand je vais avoir un enfant, je vais faire ci, je vais faire ça, et en fait tu te rends compte que la réalité c'est pas du tout ça. Donc tu fais un peu ce que tu peux, mais avec du recul, plus ça passe, on revient à la même chose. Plus j'ai envie de m'améliorer en tant que papa, et pour ma femme c'est pareil. On a envie de faire les choses mieux, parce qu'on se rend pas compte à quel point ce que tu lui fais vivre, entre guillemets, au quotidien, ça va lui, ça va se projeter toute sa vie. Toutes nos Ok. insécurités, nos croyances, notre confiance en nous, etc., démarrent de notre éducation. Et pour les gens qui vont nous écouter, euh, je peux quasiment garantir que les gens qui n'ont pas confiance en eux, généralement, c'est des gens qui n'ont pas été rassurés par leurs parents, dans le sens où vraiment, on leur a pas donné les clés pour avoir confiance en eux. C'est des gens souvent qui ont été un peu décrédibilisés en leur disant qu'ils ne seront pas capables de faire ci, de faire ça, etc. Et donc moi, j'essaie de faire l'inverse. J'essaie un peu de donner l'éducation que j'ai eue quand même, qui est quand même très bienveillante, mais en faisant mieux. Parce que forcément, mes parents, ils ont fait des erreurs, comme moi, j'en ferai sans doute, mais je vais essayer d'en faire moins qu'eux. C'est mon but. Donc, j'essaie de l'éduquer d'une façon bienveillante, se rendre compte que la violence, ça sert à rien. Quand je dis la violence, c'est pas forcément taper son enfant, mais même dans les mots, même dans, voilà, dans la façon de parler. On a tendance, même moi, quand on était plus petit, même de temps en temps encore, à être violent dans. T'es tellement fatigué, tellement énervé, d'un coup, tu lui prends son bras parce que tu es énervé et qu'il n'y arrête pas. Et en fait, tu te rends compte que ça sert à rien. Et là, maintenant, j'essaie d'être beaucoup plus bienveillant avec lui et je me rends compte qu'il me le rend, tu vois. Et comme je te dis, je me rends compte de plus en plus que ça va impacter son futur. Et on parle souvent de génétique sportive, que toutes les capacités physiques se développent à cet âge-là, mais je pense que intellectuellement et l'avenir de ton enfant se résume à ces 4 premières années. Donc, j'ai pas envie de les rater. Et donc, je fais en sorte que bah, son quotidien, il est le meilleur qu'il puisse. Ce qui est bien, c'est aussi j'ai des revenus qui sont assez confortables, donc ça pourra permettre de faire des activités physiques comme il le veut, de faire des sorties, de voyager. Tu vois, il a 2 ans et demi, il a quand même été une fois à Dubaï, 2 fois au Canada. Tu vois, c'est tout bête, mais il va arriver là au Canada d'ici 15 jours. Il va être bilingue dès peut-être sa 3e année. Ça va être incroyable. Donc forcément, il y a beaucoup plus de chances qu'une autre personne qui est dans un environnement un peu moins propice à ça. Donc, ouais, je pense que j'essaie de lui donner le mieux que je peux, d'avoir la même chose que j'ai eu par mes parents, mais en mieux. Voilà. Est-ce que tu crois au destin? Ça dépend comment on caractérise le destin. Moi, je pense juste que le destin, c'est le,
pour moi, une suite, comme je disais tout à l'heure, une suite logique des événements. En fait, ce que tu fais aujourd'hui va être une répercussion de toi dans 10 ans. C'est un peu comme la physique quantique, tu vois. Genre, pour moi, c'est un peu lié. Donc, souvent, là, on a tendance à essayer de trouver des signes ou à essayer euh, de se réconforter dans le sens, ah, bah, c'est le karma, ah, c'est le destin. Mais finalement, peut-être qu'il y a des choses qui vont t'arriver par hasard dans ta vie, un accident, une rencontre, etc. Mais finalement, tout est un peu justifiable, tu vois. Si tu as rencontré, je sais pas, la femme de ta vie dans un bar, bah, tu as bien été dans un bar, tu vois. C'est toi qui as décidé d'aller dans un bar. Donc, en fait, tout vient de toi. Donc, je pense pas que le destin, c'est le bon mot, ni le hasard. Je pense que c'est juste une addition de choix, tout simplement. Et est-ce que tu crois, justement, est-ce que tu es croyant? Pas forcément de manière religieuse, tu vois. Ça peut être d'une force suprême, tu vois. Chacun l'appelle comme il veut. Mais est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu as la foi? Je vais dire ce que mon père disait toujours quand on lui posait cette question. Et il disait, je crois en moi, tu vois. Et donc, non, je ne suis pas croyant, je n'ai pas une éducation catholique ou une autre religion. Donc, je suis très respectueux par rapport à ça. J'ai même écouté un petit peu euh, tout ce qui se passe dans les autres religions. Ça m'intéresse beaucoup. Mais je ne suis pas attiré par ça depuis tout le temps. Et comme je dis, je suis quand même très équilibré. Donc, j'ai pas un besoin fondamental pas de me réfugier, parce que le but, c'est qu'il y a plein de gens qui sont croyants et qui n'ont pas besoin de, voilà. Mais moi, généralement, je pense à un peu un côté déséquilibré de moi qui pourrait me diriger vers ça, mais c'est pas mon cas. Euh, j'ai juste une foi vraiment, euh, vraiment une confiance à 100% en moi, dans ce que je peux faire et dans le sens aussi où je veux pas remettre ma réussite ou mon échec par le destin, par une foi, par ce que tu veux, par le hasard. Parce que souvent, bah, les gens qui sont croyants, qui leur arrive, je sais pas, quelque chose dans la vie, ils vont dire, ah, mais c'est Dieu qui a voulu qui me fait un test, etc. Moi, j'ai pas envie de me dire ça. J'ai juste envie de me dire, bah, en fait, si je réussis, c'est grâce à moi, et si j'échoue, c'est grâce à moi aussi. Tu vois? Donc, voilà, après, c'est sur une question d'éducation. Hein. Si tes parents sont croyants, il y a de grandes chances pour que tu le sois aussi. Moi, mes parents l'étaient pas et le sont pas. Donc, forcément, ça impacte sur moi. Mais non, je suis pas croyant. J'ai juste une foi en moi. Et c'est pour ça que je pense que ça se ressent au quotidien quand je parle de mes projets, etc. Voilà, tout simplement. T'es pas croyant et pourtant, il y a une phrase que tu as souvent dit à tes athlètes, notamment lors de défaites. Tu dis souvent, Dieu donne ses plus grandes épreuves à ses plus grands combattants. Hmm. Qu'est-ce que ça représente pour toi au final, cette phrase? Bah, déjà, c'est un peu le côté aussi motivation parce que déjà de un, on n'est pas tous athées, donc il y a aussi des gens qui sont croyants, et même les gens qui sont athées, ça leur parle, tu vois. Donc quand je parle de Dieu, ça peut être Dieu ou une autre forme. Chacun voit sa vision de Dieu à sa façon. Euh, c'est un peu le destin, en fait, finalement. Pour moi, dans cette phrase, Dieu, je mets le destin à la place, mais je le répète, le destin, c'est pas du hasard. Donc, je- les échecs sont encore plus importants que les victoires. Donc, quand je répète ça, c'est juste pour leur faire comprendre que bah, l'échec à l'instant T nous mènera un jour à la victoire. Donc, j'adore cette phrase. C'est une des citations que je préfère parce que un échec, c'est pas, ça rime pas avec malheur et encore moins dans le bodybuilding. Et ça, c'est une phrase que j'ai tout le temps. C'est malheureusement et heureusement, il n'y en a qu'un qui va gagner sur scène le jour J. Et si vous êtes 40 participants, j'espère pas qu'il y aura 39 personnes qui seront malheureuses. Parce que ça veut dire que ce serait vraiment un sport qui est euh, bah, malheureux, tout court. Et c'est pas ce que je veux inculquer à mes athlètes. Je veux qu'on soit heureux dans l'échec et dans la victoire. Et évidemment, on est encore plus heureux dans la victoire. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un moyen de remotiver les troupes et de faire comprendre que l'échec est important et que de toute façon, je le répète aussi souvent, c'est qu'il n'y a que ceux qui ne font pas qui ratent pas. Donc, voilà. Justement, tu me parles d'échecs. Euh, Quelle est ta relation avec l'échec? Comment tu le vis, toi, personnellement, l'échec? Et comment tu rebondis après cet échec? Et comment tu le définirais même? Hmm. Moi, l'échec, je pense que c'est quelque chose qui me fait profondément mal. Vraiment. Je me souviens de mon dernier gros échec, parce qu'en fait, entre guillemets, toute ma vie, j'ai jamais eu trop de difficultés. À l'école, ça a toujours été un peu facile, malgré que je faisais rien.
parce que j'étais un guide de base, moi, donc je faisais absolument rien. Donc j'ai toujours eu des facilités. Donc je n'étais pas premier de la classe, mais franchement, avec ce que je faisais, c'était vraiment pas déconnant. Et je me souviens que mon premier vrai échec, c'était en BTS en alternance. Et quand je ne l'ai pas eu, on n'était que deux, et les deux l'ont pas eu, tu vois, parce qu'on foutait rien, mais voilà. Et ça m'a mis une claque la première fois, mais vraiment une claque. Sauf que l'année d'après, je me suis dit, bah, je vais le faire en continu, tu vois, pas en alternance. Parce que l'alternance, il n'y a rien calé, les profs, c'était pas des vrais profs, etc. Donc me suis dit, je vais le faire en continu. Et je me suis rassuré en me disant, en continu, t'inquiète pas, Vincent, ça va aller, c'est bon, et, un an de plus, c'est une formalité. Et je me suis suffi. Tu vois, je me suis vraiment dit, je viens, je fais une petite année tranquillou, et je l'ai. Vraiment, je me suis suffi. Je me suis pas pris une assez grosse claque pour me dire, qu'est-ce que tu fais, Vincent, travaille, tu vois. Et j'y suis à la deuxième année. Je m'en foutais, mes royales. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais venir signer et puis c'est bon. Et en fait, l'année, mon BTS, je l'ai toujours pas eu, tu vois. Et, et, et là, par contre, je me suis pris une énorme claque parce que moi, ce qui me fait le plus mal, c'est pas mon échec personnellement, c'est la déception que je peux avoir aux yeux des autres. Parce que moi, l'échec en lui-même, en soi, je m'en fous, mais c'est la peur de la déception envers les gens que j'aime. Et je me souviens quand j'avais vu Manon et que je lui avais dit que j'avais toujours pas ma deuxième année, j'ai vu dans ses yeux elle, peut-être qu'avec du recul, elle va me dire, mais non, je sais pas réel comme ça. Mais moi, j'ai vu genre, bah, qu'elle était déçue et qu'elle se disait, ah bah en fait, Vincent, pas si ouf que ça, quoi. Tu vois? Ou du moins, c'est ma perception des choses, mais vraiment, je l'ai vu comme ça. Et Perte d'estime, tu le définirais comme ça? ouais, une perte d'estime, vraiment, où j'étais là et je suis passé là, tu vois. Et je me souviens que quand j'ai vu ses yeux, j'ai pleuré, tu vois. Parce que vraiment, ça m'a fait du mal. Moi, je pleure très rarement, mais par contre, quand je pleure, souvent, c'est parce que je déçois les autres. Et ce truc-là, ça m'a vraiment mindfuck complètement. Et j'ai changé tout au tout. Mais vraiment tout au tout. J'ai eu tellement une claque dans ma vie, me dire que j'ai perdu 3 ans de ma vie pour rien, vraiment rien, que ça m'a complètement changé. Donc en fait, les échecs pour moi, c'est une grande partie de souffrance, une énorme souffrance. C'est un moment de remise en question complet. Et ça me permet de voir plus clair. Mais c'est pour ça que j'ai pas, je ne veux pas du moins avoir souvent des échecs parce que c'est vraiment des périodes qui sont compliquées pour moi à vivre. Parce que je suis quelqu'un en plus qui est euh, très heureux, très souriant, très de manière générale. Bon, la personne me connaît, on sait que je suis toujours sympathique, etc. Il n'y a pas de moment où je vais pas bien. Mais quand ça va pas bien comme ça, c'est vraiment des périodes où c'est vraiment pas marrant, tu vois. Donc j'ai pas envie de les revivre. Et entre guillemets, maintenant que je sais, j'ai un peu craqué le code secret, tu vois. Maintenant, je sais comment faire en sorte que ça marche. Et ben, je veux plus quitter cette voie parce que les seules fois où j'ai quitté ce chemin, ben, ça m'a pas réussi. Et en même temps, les échecs que tu as eus font que tu es la personne d'aujourd'hui. C'est quelqu'un de plus âgé qui m'avait dit ça, où j'étais pareil dans un mood un petit peu, tu vois, d'échec. Et donc, je broyais un peu du noir par rapport à mes échecs. Et cette personne m'avait dit, ne, ne réprime pas ces échecs parce que c'est ce qui ont fait que tu es la personne d'aujourd'hui et la personne que j'apprécie aujourd'hui. Donc, au final, ces échecs-là, tu vois, tu dis que tu as perdu 3 ans pour rien. Sans ces échecs, tu serais sûrement pas le Vincent d'aujourd'hui. Ah non, mais en plus, on en a parlé avec Manon, donc ma femme, il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, c'est marrant comme quoi la vie est faite, elle est super bien faite, dans le sens où si j'avais réussi mon BTS, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça se peut, j'aurais travaillé là-dedans, tu vois, et j'aurais jamais été coach. Même au bout d'un moment, il y a un truc qu'on ne sait pas, mais je voulais rentrer à la police à ce moment-là, parce que vu que le BTS, etc., ça ne me plaisait pas, vraiment, je me perdais, etc., je me suis inscrit dans la police. J'ai- Et c'est assez drôle parce que j'ai eu donc plusieurs tests. Psychotechnique, j'avais eu 18 sur 20. Je m'étais préparé. Il y avait, je sais plus c'était quoi l'autre épreuve, j'ai eu pareil 16 sur 20. Et la dernière épreuve, c'était donc une disserte. Mais vu que je m'étais quand même vraiment bien préparé, euh, je me suis dit, ça va aller. Je vois le thème, franchement, ça me plaît. Je réussis le truc, impeccable. Et en gros, si je suis pris, je vais au sport. Mais le sport, c'était ma qualité première. Donc je savais que ça allait être bon. Et j'ai 7 sur 20. Et la note éliminatoire, c'était 7 sur 20. Donc en fait, j'ai été éliminé direct. Et j'étais tellement pas d'accord avec la note que j'ai demandé un compte rendu, parce qu'on peut demander la correction de sa copie. Je l'ai reçu à la maison, ils n'avaient rien corrigé. Mais quand je dis rien, c'est même pas un trait. Il est marqué 7, c'est tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en gros, il y avait un quota.
Et en fait, sur Internet, il y a eu une vague de gens qui ont eu 7. En fait, il y avait genre 500 personnes. Et dès qu'ils se sont dit, mince, on a déjà pris 500, en fait, ils ont viré, en fait. Peu importe ta copie. Ils n'avaient même pas corrigé. Et en fait, bah, je me suis dit, OK, bah, qu'est-ce que je fais? Soit je m'appuie sur mon sort en me disant que j'ai pas de chance ou ce que tu veux, soit je me bouge. Et finalement, bah, en fait, ce 7, il aurait pu me faire mener à être policier, tu vois. Et vraiment, parce que si j'avais eu juste 8, j'étais pris, tu vois. Et vu que j'ai eu 7, bah, j'ai été miné et je suis pas parti dans la police. Donc, comme quoi, la vie, des fois, elle joue à rien. Donc, heureusement que j'ai réussi j'ai raté ces 3 BTS et que j'ai raté ce test de police. Parce qu'en fait, il y a eu tellement de chances pour que je fasse autre chose que coach que finalement, bah, j'ai bien fait, tu vois. Souvent, tu dis, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce que, comment tu le rendrais concret dans la vie? Pour toi, il y a aucun hasard. Tout est lié à quelque chose, entre guillemets, d'explicable. Ouais, comme je te disais tout à l'heure, une rencontre va être forcément justifiée parce que tu es parti faire quelque chose, parce que tu es parti quelque part. Et je reviens sur une phrase que tu m'as déjà dit aussi, c'était par rapport aux gagnants du loto. Leur phrase fétiche là, du loto, c'est 100% des gagnants ont joué, c'est pas ça? Tenter En leur chance. gros, ont tenté leur chance. Donc c'est pareil, un mec qui a gagné l'euro million, on va dire, oh, il y a de la chance. Ah, mais il a joué pour gagner, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de hasard parce que forcément, ta vie n'est qu'une succession de, de choses que tu fais au quotidien. Donc, on peut remettre la faute sur l'échec ou même ta réussite sur l'échec, mais je pense que les gens qui le justifient comme ça, c'est des gens qui n'ont jamais réussi dans leur vie. Tu vois? Ils pensent qu'un jour ça va marcher pour eux. Ils espèrent qu'un réel va exploser. Ils pensent qu'ils vont toucher le gros lot. Voilà. Mais sauf qu'ils ne sont pas vraiment dans l'action. Ils sont beaucoup dans la réflexion. Et malheureusement, maintenant, il y a beaucoup trop de gens qui sont dans la réflexion et pas assez dans l'action. On en a parlé avec mon père hier. On, il- on dit souvent que le passage à l'action, c'est assez long, que le fait de réussir, c'est long. Et en fait, on se rend compte que la seule chose qui est longue, c'est le fait de penser, réfléchir à comment faire, comment bien faire. Et je vais revenir sur un truc, mon père, que je lui ai dit il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, il a posté son premier réel sur Instagram, mon père. C'est moi qui lui ai dit de le poster. Et il me l'a envoyé, il me dit, t'en penses quoi? Sauf que ça faisait plusieurs fois qu'il m'a envoyé un réel, tu vois. Et plusieurs fois. Je lui ai dit, poste-le. Je lui ai dit, arrête de me casser les couilles. À chaque fois, tu veux faire un réel de plus en plus parfait, etc. Il sera jamais parfait. Parce que même quand il sera bien, tu vas dire, ah, il y a toujours moyen de. Je lui dis, poste-le. Poste-le. Arrête de m'envoyer des trucs pour me dire s'il est bien. Il est bientôt réel. Tu fais ça toutes les semaines. Tu verras qu'avec le temps, il va s'améliorer. Et de toute façon, ce que les gens ils veulent, c'est pas que ce soit parfait. Il y a des gens qui sont très forts, ils ont plein de connaissances et personne ne les connaît. Tu peux être le meilleur du monde si personne ne te connaît, personne ne te connaît. Donc, j'ai juste dit, fais-le. Et finalement, il l'a fait. Il y avait 28 abonnés. Il a fait 3000 et des vues, tu vois. Donc, il y a eu des partages, évidemment. Mais mine de rien, ça fait son, comment dire, son succès. Et voilà, donc, comme je dis encore une fois, mais le hasard n'existe pas. Il faut juste faire des choses, arrêter de penser à comment bien faire les choses, juste les faire. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. C'est juste toi et toi-même, c'est tout. Justement, par rapport à ton père, on a eu un webinaire dans le Telegram Team du TI. Et d'ailleurs, c'est un rendez-vous, je pense, qui apparaîtra mensuellement avec ton père sur les sujets qu'il traite. Euh, Hier, il disait que on était les seuls maîtres, au final, de sa propre vie. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu estimes que tu maîtrises totalement ta vie? Est-ce que tu estimes que tu es totalement maître de ta vie? Quand tu parles de ma vie, tu parles de quoi, en général? Ça, c'est justement à toi de le définir. Comment toi, tu définirais ta vie? Hmm. Franchement, avec un peu de recul, j'essaie d'y penser. Je pense que je maîtrise ma vie et tu vois, c'est un truc tout bête, mais je pars dans 15 jours au Canada. Bah, mine de rien, il n'y a que nous deux maintenant qui pouvons décider ça. Pourtant, les parents ne sont pas très heureux de partir, c'est évident, on est leurs enfants. On prend un risque financier, tout coûte plus cher, c'est beaucoup de voilà, il faut des finances. On part loin de la famille, on part loin des amis, on part, on va très loin de la sécurité. La sécurité, elle est là où on est. On connaît, on se suffit à ce qu'on a. Le business tourne, on pourrait très bien rester là-dedans.
Donc en soi, je pense que je maîtrise ça parce que je sais que peu importe où je vais, peu importe ce que je fais, je serai toujours dans mon petit chemin de vie, tu vois. Parce que j'ai toujours cette petite lueur au fond de moi qui me dit, va là où tu le sens, tu vois. Donc tout ça, c'est que de la maîtrise, mais en même temps, j'aime pas trop la maîtrise parce que la maîtrise, ça veut dire que c'est un peu, comment dire, je maîtrise tout ce que je fais. Alors que moi, il y a une partie de vraiment de liberté, vraiment de j'y vais et on verra ce qui se passe. Moi, je suis à l'inverse de la personne qui est très pointilleuse, très, comme ma femme, par exemple, qui organise tout, etc. Moi, j'ai une partie de moi qui vraiment veut kiffer, veut explorer, tu vois, peu importe ce qui se passe, très débrouillard. Donc, je maîtrise ma vie, je pense, mais sans vraiment la maîtriser, entre guillemets. C'est pas le bon terme, on va dire. Euh, je sais pas, j'ai pas de terme pour l'expliquer, mais On a contrôlé peut-être? ouais, ouais, ça, je la maîtrise sans la contrôler, je pense. Tu dis justement que Manon a beaucoup plus ce profil organisationnel. Tu penses que du coup, le contrôle ou le fait de vouloir tout maîtriser empêche le plaisir et empêche de profiter pleinement de l'instant présent? Parce que justement, on veut absolument être en concordance avec le plan établi. Voilà. Pas forcément, parce que comme j'ai dit, la notion de bonheur, elle est propre à chacun déjà, donc de plaisir aussi. Mais quand même, je reviens au fait on disait tout à l'heure, c'était un peu parental, le côté un peu éducationnel, le fait que bah, tes parents te transmettent ça. Manon est très perfectionniste, et très, elle a peur de tout ce qu'elle ne peut pas contrôler, par exemple, de par ses parents. Ses parents sont exactement comme ça, donc forcément, bah, attention, Manon, il faut un petit CDI, il faut un travail, il faut une sécurité. Mais comme toute la plupart des parents, tu vois, parce qu'ils ont peur, ils te reflètent leur peur à eux. Euh, je pense que tu peux trouver ton bonheur comme ça, parce que même ses parents qui aiment bien contrôler les choses, ou comme la plupart des gens, sont heureux aussi, tu vois. Mais plus ça passe, plus Manon lâche un peu de lest par rapport à ça. Elle se rend compte que bah, finalement, ça ne sert pas à grand-chose de tout contrôler. Et que de toute façon, même quand tu penses tout contrôler, il y a plein de choses que tu ne contrôles pas dans la vie. Et donc, je pense qu'à l'inverse, elle se rend de plus en plus compte que il faut, il faut vivre sa vie, tu vois. Il faut juste la vivre et pas essayer de toujours vouloir mieux, tout contrôler, tout. Voilà, tout simplement. Parce que tu contrôleras jamais tout ce que tu contrôles. La vie est trop bien faite pour ça. Sinon, il y aurait beaucoup plus de gens qui contrôleraient le monde, je pense. Donc voilà. Maintenant, dans mes actes et dans ma manière de vivre ma vie, euh, je me pose, quand je dois passer à l'action, que je dois entreprendre, que je dois investir, je me pose qu'une seule question. Est-ce que si je le fais pas, je le regretterai ou pas? C'est la seule question que je me pose maintenant. Si la réponse est oui, alors je le fais. Si la réponse est non, alors je le fais pas. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Et est-ce que tu réfléchis aussi sur cette manière de regret où tu es beaucoup plus dans cet aspect opportunisme, tu vois, de cette action, cet investissement va me rapporter tant? Genre, est-ce que je regrette des choses? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Parce que même si les choses que je regrette, par exemple, par rapport au BTS, etc., j'aurais bien, j'aurais bien préféré commencer à être coach à 18 ans, par exemple. Mais comme on a dit, toutes ces actions m'ont mené à ce que je suis actuellement. Donc ça se peut, j'aurais été coach à 18 ans, ça se peut, je serais même pas comme je suis maintenant. Ou je serais beaucoup plus, j'en sais rien. Mais la vie, elle est comme ça. C'est mon Tu cas, vois? parce que moi, j'ai été coach à 18 ans. Ouais. Pourtant, je ne suis pas un meilleur coach que toi. Ouais, ouais. Mais c'était pas non plus ton chemin de vie, tu vois. Ah, Donc c'est ça aussi, voilà, c'est toujours pareil. c'est ce métier de coach qui t'a rendu compte que tu voulais pas non plus être coach, peut-être, tu vois. Voilà. Donc, euh, je sais plus pourquoi je disais ça. Par rapport à tes regrets, est-ce que tu avais des regrets Ah est-ce que ouais. tu regrettais Donc, des en choses? fait, je ne vais même pas revenir là-dessus. Je ne vais même pas regretter ça parce qu'en fait, c'est ce qui a fait que je suis l'homme que tu connais, que tu apprécies, comme tu disais tout à l'heure. Donc, je ne pense pas que j'ai des regrets. Franchement, j'arrive pas à me. Le seul regret que j'ai pu avoir, c'est quand je me suis séparé de Manon il y a quelques années. J'aurais pu regretter de ne plus être avec Manon, mais c'est pas le cas. Donc, j'ai absolument pas de regrets. Et ta deuxième partie de la question, c'était? C'était justement, comme je disais, ma manière de réfléchir par rapport à ce côté entrepreneurial et donc ce côté action, investissement. Si je le regretterais, je le fais. Si je le fais pas, plutôt. Ou si je le fais, bien sûr. Si je ne le regretterai pas, je ne le fais pas.
Est-ce que toi, du coup, tu as ce côté regret par regret et donc d'agir en fonction de est-ce que je vais le regretter si je le fais ou pas? Plus je travaille avec toi, plus je le pense, fumier. Parce que toi, tu as toujours les petites questions, tu as toujours les bons mots pour essayer de me. Tu sais comment me contrôler. Tu vas pas me contrôler, mais tu sais comment me titiller un petit peu. Donc, plus ça passe et plus je me rends compte qu'il n'y a pas de limite dans la vie. Et donc, si vraiment, comme tu disais, il y a quelque chose qui me bouffe un peu l'intérieur, je me dis, tiens, ça, franchement, j'ai vraiment envie de le faire, même si ça fait peur, même si ça coûte de l'argent, même si ça prend beaucoup de temps, d'énergie, je pense que je vais le faire de plus en plus, tu vois. Et le Canada, c'était pour moi la meilleure image pour ça. C'est que j'ai toujours voulu. Moi, c'est pas quelque chose, c'est pas une mode, tu vois. C'est pas un truc qui est arrivé il y a 6 mois. Moi, depuis l'âge de mon premier voyage à New York, je devais avoir, je sais pas, 10 ans. À 10 ans, j'avais déjà dit que j'allais vivre en Amérique, de manière générale. Et finalement, j'ai vis en Amérique. En Amérique du Nord, c'est au Canada, tu vois. Au Canada, c'est en Amérique du Nord. Et donc, depuis toujours, je me suis dit que j'habite au Canada. La première fois que je suis venu à Toronto, la toute première fois en 2019, j'ai dit, je viendrai vivre ici. Et j'ai toujours senti ça, tu vois. Et donc, ouais, je pense que pour revenir sur le côté un peu regret, je pense que je marche comme ça sans vraiment m'en rendre compte depuis très longtemps. Depuis ce gros échec, comme je t'ai dit tout à l'heure, par rapport à etc., je pense que finalement, je fonctionne comme ça. Après, mine de rien, l'environnement est important, même primordial, dans le sens où s'il n'y a, personne pour te dire, attention, est-ce que tu n'as pas envie de faire ça par hasard? Est-ce que, tu vois, que des gens comme toi qui vraiment te poussent vers le haut, euh, ou qui sont là pour te remettre en question quand tu te perds un peu, parce qu'on se perd toujours un petit peu dans sa vie, peu importe la raison, pour nous remettre sur les droits chemins, le droit chemin, je pense que c'est important, tu vois. Donc, et toi, je sais que tu le fais bien. On peut avoir des peurs, par exemple, je sais pas, là, je pense à un truc par rapport au salaire. Ah, tu te dis, ah, bah, je gagne 8 000 € par mois. Et tu me dis, ouais, mais si t'arrêtes des clients et que tu perds plus que 6 000, il se passe quoi? Après, tu fais, bah, rien. Ah, ok. Bah, donc, en fait, t'as pas de peur? Ah, bah, non. Donc, voilà. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. Donc, je pense que j'ai un environnement qui est assez sain et des gens qui j'ai confiance qui peuvent me permettre d'éviter ce genre de regrets, tu vois. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je travaille avec toi parce que bah, je sais que tu voudras le mieux parce que si c'est mieux pour moi, c'est aussi mieux pour toi, tu vois. Donc, et inversement. Justement, je rebondis là-dessus. On a, alors c'est un on très général, mais on a souvent ce côté, ma réussite est forcément comparative à la réussite de quelqu'un d'autre. Je prends un exemple concret. Si tu réussis, eh ben, ça veut dire que tu réussiras mieux que moi et donc je ne réussirai pas. Alors que au final, si tu réussis, je réussis, bien sûr. Tu vois. Et donc on a souvent ce côté un peu ouais, jalousie de la réussite des autres parce que on se dit si lui réussit, ça veut dire qu'il me prend par la même occasion ma propre réussite. Alors que c'est faux. Bien sûr que tous les deux peuvent réussir en même temps. Toi, justement, quelle est ta relation avec la réussite des autres? Aussi bien ceux Hmm, qui t'entourent et que tu apprécies, mais aussi des autres que tu n'apprécies pas forcément. hmm. Je vais commencer par une petite citation. Souvent, les gens veulent que tu réussisses, mais pas plus qu'eux, tu vois. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Tout le monde sera derrière toi quand tu es en bas pour que ça fonctionne. Le jour où ça fonctionne, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup moins de gens que prévu et que les mêmes personnes qui t'ont encouragé il y a quelques années euh, te cassent du sucre sur le dos, tu vois. Donc, tu as bien résumé. Même moi, avec du recul maintenant, et c'est mieux maintenant, mais j'ai beaucoup de facilité à voir les gens que j'apprécie évoluer, même plus que moi, parce que je trouve que c'est inspirant. Moi, ça me motive encore plus. Moi, ça me permet de dire, tu vois, Vincent, tu peux être encore plus heureux, tu peux être encore plus ci, plus ça. Donc, je me rattache à ça en me disant, putain, vas-y, Vincent, te suffit pas, tu peux aller faire ça. Donc, ça m'inspire de fou. Par contre, quand c'est quelqu'un que je n'apprécie pas vraiment, là, il y a plus le côté un peu, pas jalousie, mais un côté un peu de dégoût, tu vois. Ça me dégoûte que ce mec-là ait réussi, tu vois. Donc, mais avec le temps, je l'ai de moins en moins parce que je me rends compte qu'en fait, ça sert à rien de regarder ce que fait les autres, surtout si tu l'aimes pas, de te comparer. Euh, donc, je leur souhaiterais pas du mal non plus, tu vois. Mais plus ça passe et plus je me détache de ça et plus j'évite de perdre du temps sur eux. Je connais plein de gens qui n'aiment pas d'autres personnes
et qui scrutent leur page Instagram, qui regardent leurs stories, etc., etc. Et même, par exemple, lié au bodybuilding, qui regardent leurs concurrents. Moi, je m'en fous, mais complètement. Mais ce n'était pas le cas avant, tu vois. Donc, c'est quand même assez récent. J'essaie de, vu que j'ai pas beaucoup de temps non plus, essayer d'en perdre le moins possible. Donc, mes amis, je veux les voir réussir et ça m'inspire. Le côté un peu plus négatif des gens que j'apprécie moins, ben, j'en suis pas jaloux. Par contre, j'essaye de perdre le moins de temps possible pour eux, quoi, simplement. Je vois, je vois. Petite conclusion de ce podcast. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui entreprend, que ce soit dans le sport ou même dans l'entrepreneuriat de manière plus générale, des conseils ou peut-être des erreurs à éviter? C'est compliqué, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, ça, et je pense que tout le monde dit faites que vous aimez, etc. Euh, je vais essayer de dire quelque chose ce qu'on n'entend pas beaucoup. J'allais dire pétez-vous la gueule. Pétez-vous la gueule parce que forcément, si vous ratez, ben, déjà, vous vous rendrez compte qui est vraiment là pour vous autour de vous. Parce que, je le répète, mais l'environnement, c'est même pas qu'il est propice au succès, c'est que c'est la base fondamentale de votre succès. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, je dirais, choisissez bien vos amis. Euh, c'est ce qui fera de vous la personne que vous voulez être. Plantez-vous parce que bah, vous verrez qui est là pour vous. Vous verrez ce que vous voulez vraiment. Je pense que ces échecs vont vous permettre de vous remettre en question, de savoir ce que vous voulez et d'avancer, tout simplement. On n'a jamais vu personne apprendre dans la réussite. Du moins, c'est pas quelque chose de mémorable. Euh, et je finirai par le fait de faire tout par... en fait, de se lever chaque matin et de se dire que c'est sans doute le dernier, parce que malheureusement, ça peut arriver. Et juste pas se suffire. Je refinirai encore par cette phrase-là, mais pas se suffire. Et d'aller chercher, parce qu'on peut aller chercher dans chaque journée. Il n'y a que 24 heures dans une journée, comme tout le monde. On est tous égaux par rapport à ça, que vous soyez milliardaire ou pas. Et je pense que c'est important d'aller chercher ce qui est le mieux pour vous. Et ça, c'est pas moi qui peut savoir euh, ce qui dit que votre bonheur. Donc, posez-vous les bonnes questions, parce que se poser des questions, c'est bien, mais tout le monde s'en pose. Pense poser les bonnes, c'est plus compliqué. Et faites en sorte de trouver ce qui vous fait vibrer. Voilà, je pense que il y a un truc, c'était mon rappeur préféré qui disait, il y a la différence entre un, un travail et un métier. Le travail, c'est alimentaire, on fait ça pour nourrir sa famille parce qu'on n'a pas le choix. Et il y a le métier. Et je pense qu'on a tous un métier au fond de nous qu'on apprécierait faire, qu'on rêverait de faire. Et je pense que la base du bonheur commence aussi là-dedans, parce que c'est important de faire des choses en tant qu'humain. Même si demain, vous êtes milliardaire, c'est certain que vous vouliez faire accomplir des choses, parce qu'un humain sans ambition, bah, c'est pas un humain heureux. Donc faites en sorte de trouver un métier qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui vous, qui vous paraît simple. Quand vous allez voir, le jour où ça va arriver, vous le trouverez, vous vous rendrez compte que tout est plus simple. Que quand vous allez apprendre ce boulot-là, c'est facile, vous appréciez ça. Même peu importe votre échelle, peu importe votre niveau, vous allez apprécier ça. Et vous allez vous rendre compte que tous vos piliers, euh, votre bonheur de manière générale va se décupler à partir du moment où vous l'aurez trouvé. Et généralement, on le dit souvent, mais quand quelque chose va bien dans ta vie, il y a plein de choses bien qui arrivent dans ta vie. Alors qu'à l'inverse, quand il y a un petit truc qui va pas, il y a plein de merde qui arrive. Et en fait, le but, c'est de chercher ce cercle un peu vertueux. Donc, c'est des gens avec qui tu te sens bien, avec qui tu es heureux, un environnement qui est propice à ton succès, un métier que tu vraiment rêves de faire depuis tout le temps. Et, euh, et je pense que le reste, c'est juste une suite logique de tes événements, de tes actions au quotidien. Donc, là, trouver quelqu'un que tu aimes, par exemple, parce que je pense qu'aussi l'amour est fait une partie intégrante de la réussite. L'humain n'est pas fait pour être seul. Donc, un jour ou l'autre, vous trouverez quelqu'un qui comblera. Et puis après, bah, tout le reste suivra, tout simplement. L'évidence était au bout du chemin. Ça me rappelle une phrase d'un certain film. Ouais, c'est vrai. Merci à toi, Fumier. Merci à toi aussi, Fumier, numéro 2. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Mon prochain invité a une calvitie non assumée, mais des couvre-chefs d'une grande réputation. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Merci Vincent, merci à Merci. tous et on se retrouve bientôt.